Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi avec nous ces 3 jours d'université d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Nous sommes maintenant à l'heure de la clôture de cette deuxième édition des universités d'été. Alors pour ça, nous sommes avec Sophie Cluzel, la ministre, qui est avec nous pour l'ouverture et qui revient avec nous pour reboucler les échanges. Je la remercie beaucoup. Et pour démarrer cette clôture, comme les sujets étaient très nombreux pendant 3 jours, j'ai demandé à 3 personnes qui ont animé ou qui ont participé à des échanges au cours de ces universités d'été, de bien vouloir partager avec nous un petit peu sur quelques sujets, ce qu'ils ont retenu de ces échanges et voir sur quoi on doit ensemble se projeter pour nos prochains travaux. Donc nous serons avec Anthony Aubé de l'Association des personnes de petite taille qui est membre du CNTPH. Nous serons avec Vincent Assante qui est le président de notre commission compensation et ressources et avec Marie-Pierre Touban qui est la présidente de la commission éducation du CNTPH. Et donc, si vous voulez bien, on va donner la parole à Anthony, puis à Vincent et à Marie-Pierre. Et avec ensuite la ministre, on pourra prolonger notre échange. Merci Jérémy pour cette prise de parole. Pour moi, ces universités d'été, c'était le commencement de longs échanges et surtout l'intérêt que porte l'institution aux personnes concernées. On a longtemps débattu des personnes handicapées en parlant d'aide, en prenant soin, en s'occupant d'eux, mais je pense qu'il faudrait vraiment s'intéresser à leurs droits, à leur place dans leur société, et leur parole est, à mon sens, capitale dans l'évolution de leurs considérations. J'ai longtemps débattu avec M. Pierre Baudot sur le choix des mots. Je pense que dans la communication, de manière générale, des médias, des politiques aussi parfois, il est important de choisir les bons mots. Ça reflète, ça traduit quelque part la façon de penser, la façon dont on perçoit toutes les personnes en situation de handicap. Voilà, vraiment valoriser les droits et surtout prendre en compte la parole des personnes concernées. Oui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Anthony. On va écouter maintenant Vincent. Oui, bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à tous. Une fois de plus, des universités très intéressantes. D'abord par l'investissement des personnes, la qualité des intervenants, la diversité des sujets abordés et sans concession, mais avec beaucoup de civilité, bien entendu. Ce que j'en retiens, c'est une fois de plus la nécessité d'être très clair sur les termes. Aussi bien en ce qui concerne, on va dire globalement, les représentants officiels, que les responsables associatifs également, par exemple sur le terme handicap. Ça m'a beaucoup frappé dans la table ronde communication et les handicaps, la communication sur les handicaps. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit des déficiences? Cette table ronde comportait des représentants des chaînes de télévision. Donc la communication, quelque chose de très important. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce que ce sont des déficiences? Donc des déficiences des personnes, un peu comme on voit des fois à la télévision, des émissions dans lesquelles on va traiter des problèmes cardiaques avec les conséquences que cela va avoir, et des problèmes de diabète avec les conséquences que cela va avoir. Et donc, en ce qui nous concerne plus directement, des difficultés motrices entre les vieux de la polio, les personnes paraplégiques, tétraplégiques, voire IMC, les difficultés peuvent être différentes, même s'il y a un corps commun. De quoi parle-t-on? Où est-ce qu'on parle du handicap au sens de la Convention internationale et de l'OMS, à savoir handicap, produit, interaction entre les difficultés personnelles d'un individu et son environnement. Parce qu'évidemment, à partir de là, ce n'est pas du tout la même chose. Si on parle de handicap au sens de déficience, évidemment, on va parler des personnes de la population française dans sa diversité, ce qui est juste.
de mettre l'accent sur 15% de la population mondiale, c'est juste. Mais on risque de passer à côté si on néglige les questions d'environnement. Comment l'introduire sans tomber soit dans le misérabilisme, soit dans l'héroïsme? Et par exemple, au cours de cette table ronde, on a parlé de l'homme de fer dans les années 60, je crois, 65, hein, voilà, ou de K1 sur Antenne 2, vous voyez. Bon, c'est bien. On nous a montré y compris une émission politique, comment dire, de communication faite par la Fédération internationale là, à l'occasion des Jeux Olympiques, où on voit des personnes dites handicapées, c'est très clair, handicap visible, vous voyez, moi-même, déficience visible, et qui rigolent énormément, qui font preuve de bonne humeur. Donc tout ça, c'est très bien pour montrer aux personnes dites valides qu'on peut être une personne dite handicapée, apparaissant avoir des stigmates importants, donc des problèmes importants, donc une souffrance importante, et en même temps être capable d'une grande énergie, d'une grande joie de vivre. Donc tout ça va dans le bon sens. Mais là encore, le facteur environnemental est négligé. Donc je pense qu'il va nous falloir être très précis sur les termes. Ça recoupe complètement le débat entre les rapporteurs des Nations Unies, le ministère, les associations, le CFHE. Bref, on est tous concernés. Donc, il faut que nous fassions tous un effort pour bien arriver à être précis sur les termes. D'autant plus que nous sommes nombreux à penser que la définition qui figure dans la loi de 2005, n'étant pas la bonne définition, moi je le pense, mais je ne suis pas le seul, peut-être pas majoritaire, mais tous les avis doivent être donnés, à savoir que tant qu'on aura une définition de ce genre, évidemment, on aura des articles qui vont découler de cette loi et qui ne permettent pas de répondre totalement, de prendre à bras le corps la politique qui serait nécessaire de mener pour permettre aux personnes d'être plus autonomes, plus dans la société. Voilà ce que je retiens. Je retiendrai également une confirmation de ce que je pense depuis longtemps, à savoir qu'il faut faire très attention lorsqu'on dit qu'il faut changer le regard. Je suis d'accord, évidemment, pour avoir supporté, comme beaucoup d'autres, des regards conventionnels, compassionnels, des regards de gêne, des regards parfois d'horreur ou parfois d'admiration, ce qui revient à peu près au même, d'accord, quand on sait où se situent les racines de cette admiration. Moi, je pense que c'est l'environnement, la capacité que l'on va offrir aux personnes d'être intégrées dans la cité, au sens large, dans les différentes circonvolutions, qui va permettre de changer le regard. Et ce n'est pas attendre qu'on change le regard pour permettre une véritable intégration et qu'ensuite l'accessibilité fasse des problèmes. Franchement, je n'y crois pas. Et j'ai trouvé cette confirmation au travers des débats contradictoires très ouverts au sein de ces 3 jours. Donc, 3 jours passionnants qui ont ouvert beaucoup de problèmes, beaucoup de questions, beaucoup de pistes aussi, qui ne sont pas refermées au sort de ces 3 jours, c'est bien évident. Mais voilà, des universités extrêmement positives. Merci beaucoup, cher Vincent. Et maintenant, je vous propose d'entendre Marie-Pierre Touban, qui a animé 2 tables rondes, dont l'une sur l'enseignement supérieur et l'autre, il y a quelques minutes, sur l'école. Bien, bonsoir à tous et tous. Madame la ministre, bonsoir. Effectivement, dans le de quoi parle-t-on qu'ont posé mes 2 collègues précédemment, moi je vais plutôt interpeller sur de quoi parle-t-on quand on parle d'école inclusive, de quoi parle-t-on quand on parle d'enseignement supérieur accessible, qui sont les 2 thématiques sur lesquelles j'ai eu l'occasion particulièrement de m'investir sur ces 3 jours. Peut-être sur chacun des sujets, un élément de force. Le premier, c'est le fait que le CNCPH a lancé ce jour le chantier qu'on attendait tous sur l'enseignement supérieur et la recherche, que la table ronde a particulièrement souligné l'enjeu de l'accessibilité de l'enseignement supérieur, de ses
transformation de son fonctionnement, de ses responsabilités, de la nécessité également d'un nouvel élan, tenant compte d'une approche globale de la vie des jeunes. C'est aussi ce qui est ressorti de façon très forte, à la fois de la part des étudiants, de la part des collectivités territoriales qui ont été amenées à intervenir sur la table ronde. Vous avez lancé, il y a quelques mois maintenant, en mai dernier, avec Frédéric Vidal, une concertation sur ce sujet de l'enseignement supérieur. Le CNCPH y participe pleinement, Jérémy en partie, et puis moi également dans l'animation de des groupes de travail. Mais j'avais envie peut-être d'aller plus loin et de savoir quelles étaient les premières pistes que vous reteniez par rapport à ces premiers travaux, quelles perspectives aussi vous pouvez voir dans les mois qui viennent. Deuxième élément, plus sur la question de l'école inclusive. Là aussi, je vais faire référence au comité national de suivi de l'école inclusive qui a eu lieu en juillet dernier. Vous nous aviez donné un peu un rendez-vous à l'automne sur la question de la coopération. On a posé dans la table ronde tout à l'heure la question de savoir si les dispositifs spécialisés devaient relever de l'éducation nationale. C'était le fil conducteur de nos échanges. Voilà, on voit sur ces sujets, vous l'avez rappelé, que les lignes bougent, que des expérimentations diverses sont en cours, que des expérimentations commencent à durer. Donc, sont-elles encore des expérimentations? Comment les évalue-t-on pour pouvoir passer à un cap supérieur? Et puis, tout cela et les recommandations, bien évidemment, qui ont pu nous être faites, nous invitent à aller plus loin. Et voilà, on a envie aussi un peu de voir, de savoir, de construire aussi, de co-construire les prochaines étapes pour envisager une éducation nationale pour tous. Merci. Merci beaucoup Anthony, Vincent et Marie-Pierre. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais commencer par les remerciements que nous gardons en général pour la fin, quand tout le monde est fatigué et pressé de partir. Et en fait, ces remerciements sont aussi l'occasion pour moi de montrer la grande mobilisation qui a permis la tenue de ces deuxièmes universités d'été du CNCPH. Donc c'est d'abord chacune et chacun d'entre vous qui avait suivi avec nous ces débats, ces tables rondes, ces entretiens, ces flash innovations, ces cafés littéraires et qui avait interagi avec nous sur les réseaux sociaux. C'est la Bibliothèque nationale de France qui nous accueille ici dans ces bâtiments sur le site François Mitterrand. Donc je remercie plus particulièrement Anthony Imbert qui a été très disponible à nos côtés pour que cet événement puisse se tenir. C'est le CCH, le comité de coordination en action handicap, dont je salue chaleureusement la directrice Karine Robert, dont le soutien nous a été précieux. C'est la Fédération Générale des PEP, dont nous connaissons très bien ici la présidente Dominique Gillot, qui a grandement contribué à l'aspect technique de notre événement pour que tout le monde puisse le suivre dans les bonnes conditions, avec Karim, avec Pascal, et aussi avec Nicolas, avec Thibault, et beaucoup d'autres derrière les caméras pour que cet événement soit possible. C'est handicap.fr, qui est notre partenaire cette année. Emmanuel Dalteco et Gilles Barbier ont animé plusieurs de nos échanges, d'autres également. Je remercie Maxime Daridan de Next TV Radio et Armel Bessman du réseau Entreprendre de Paris qui ont animé nos échanges. Ce sont les interprètes en langue de signes française, les langues françaises, les codeurs en langue française parlée complétée et les transcripteurs qui se relaient depuis lundi pour assurer l'accessibilité de tous nos échanges. Et c'est bien sûr le secrétariat général du comité interministériel du handicap et l'équipe animée par Céline Poulet avec Miroslava, Maxime, les deux Sophie, Lucette, Juliette, Jérémy, Salomé et Léa et bien d'autres encore. Et c'est évidemment tous les membres du CNCPH, tout le comité de gouvernance, les 9 présidents des commissions, Mathieu Châtelain, Vincent Attente, Fernando Pinto da Silva, Daniel Langlois, Marie-Pierre Toubance, Jean-Luc Simon, Martine Bignot, Yori Délivré-Mélorne, Philippe Aubert et le réseau aussi des hauts fonctionnaires qui est mobilisé avec nous sur la plupart de nos réunions. Alors,
Je ne vais pas revenir sur l'année qui s'est écoulée depuis les premières universités d'été. Beaucoup de faits marquants donc ont jalonné nos travaux. Je pense en particulier aux 2 réunions du comité interministériel du handicap. La première qui s'est tenue en novembre avec Jean Castex, la dernière en juillet dernier, puisque le Premier ministre, je vous le rappelle, a décidé que désormais le CIH se réunirait 2 fois par an, ce qui amène à un rythme encore plus régulier dans nos échanges avec l'ensemble des ministères, donc des échanges qui font la co-construction qui est la raison d'être du TNCPH. Je reviendrai sur quelques sujets, si vous voulez bien, Madame la Ministre. D'abord, le sujet des ressources qui nous mobilisent et qui va nous mobiliser encore. Vincent Attente vient nous en parler et nous lançons dès aujourd'hui les assises du TNCPH sur les ressources des personnes dites handicapées. Ces travaux vont nous mobiliser jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et notre objectif est clairement de définir collectivement, avec l'ensemble des parties prenantes, ce qui justifie les ressources spécifiques aux personnes dites handicapées. Et ce qu'il faut pour qu'elles accèdent à un niveau de ressources décent qui s'éloigne du seuil de pauvreté et qui permette une réelle autonomie en tenant compte de la diversité des profils et des configurations dans lesquelles nous nous trouvons. Et l'actualité nous a conduit à nous positionner sur la question de la déconjugalisation, et elle va continuer à nous mobiliser. Et dans le même temps, nous ne perdons pas de vue que la déconjugalisation n'est qu'un élément du débat et qu'il nous faudra prendre en compte tous les mécanismes qui peuvent conduire soit à maintenir les personnes handicapées dans des situations inacceptables, soit au contraire à leur permettre de disposer des moyens de leur autonomie en fonction de leur choix dans le cadre de notre solidarité nationale sur la base de l'égalité entre tous les citoyens. C'est précisément l'enjeu de nos assises. Je remercie Pascal Rime, la présidente de l'APF France Handicap, et Fabrice Langlard, le directeur de l'ADRES, qui ont déjà accepté d'accompagner nos travaux avec l'ensemble des commissions du CNCPH. Christophe Debus, qui est le président du collectif Alerte, et Jean-Marie Burguburu, qui est le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a également contribué à notre débat de cet après-midi. Je sais que nous pourrons compter sur eux pour prolonger notre collaboration sur ce chantier essentiel. Dans le prolongement de l'intervention de Marie-Pierre au sujet de l'enseignement supérieur, nous lançons là aussi notre chantier dès aujourd'hui, comme pour les assises sur les ressources, et nous allons constituer avec Marie-Pierre un comité de pilotage. Je remercie Cédric Villani, le député de l'Essonne, Éric Chenu, qui est vice-président de la Fédération nationale de la mutualité française, et Hélène Legault de l'ONUCEP, qui ont d'ores et déjà accepté d'accompagner nos travaux, nos réflexions avec les membres du TNCPH, dont beaucoup sont par ailleurs déjà impliqués au quotidien dans le développement de l'accès à l'enseignement supérieur en France. Nous devons rapidement dépasser notre retard en la matière pour faire de l'enseignement supérieur non plus un cauchemar ou un objectif inatteignable pour les jeunes, mais un réel tremplin pour eux, qu'ils soient handicapés ou non d'ailleurs, mais on le sait encore plus lorsqu'ils ont un handicap. En clair, ce sera une réunion plénière tous les 2 mois, qui sera largement ouverte, et en alternance l'autre mois avec les réunions des assises sur les ressources. Et Marie-Pierre proposait d'ailleurs que nous lancions les vendredis du CNCPH, et je propose qu'on retienne ce rendez-vous. Parmi les sujets développés depuis lundi, une autre de nos priorités, c'est l'accessibilité des élections. Nous sommes revenus sur un fait marquant de ces derniers mois, c'est la loi relative à l'élection du président de la République, qui précise désormais que les candidats veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui publie des recommandations ou des observations. Au plus tard, le 1er juin 2023, le gouvernement remettra au Parlement un rapport qui comprendra une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l'élection du président de la République
et une analyse de l'évolution juridique et technique nécessaire pour améliorer l'accessibilité de la propagande électorale aux personnes en situation de handicap, y compris lors des autres consultations électorales. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas encore de faire de l'accessibilité une des conditions de remboursement des frais de campagne. Tout là aurait bien sûr été préférable, mais ces nouvelles dispositions vont permettre, nous l'espérons, de sensibiliser, d'interpeller tous les candidats pour qu'ils intègrent dès à présent les outils d'accessibilité qui sont nécessaires à la participation des personnes, quelles que soient leurs contraintes d'accès à la communication, donc au débat public, et qui puissent donc participer dès maintenant au rendez-vous de 2022. Ces campagnes électorales concernent également les médias audiovisuels qui relaient, voire même animent la campagne et le débat public. Nous en avons parlé hier avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est ce qui nous a conduit à mettre en place dès cet automne, dans quelques semaines, l'Observatoire de l'accessibilité des élections et des campagnes électorales de 2022 pour l'élection présidentielle et les élections législatives, pour suivre de près le bon respect par toutes les formations politiques et toutes les équipes de campagne, donc leur beau respect des recommandations que nous allons rediffuser. Donc cela va passer par la publication d'un relevé hebdomadaire dès le mois de janvier. Et nous allons donc associer à notre comité de pilotage des experts des questions électorales. Alors, on parle d'accessibilité des élections, mais il ne faut pas oublier que le sujet, c'est aussi de voir comment on peut, lorsqu'on a un handicap, quel que soit son handicap, se présenter à une élection, et lorsqu'on est élu, avoir les moyens d'assurer son mandat, quels que soient les moyens de compensation ou d'accessibilité qui sont nécessaires. La participation au débat public, elle passe aussi par l'accessibilité des civic tech, qui sont les applications et les plateformes numériques qui sont utilisées pour faciliter les échanges entre les citoyens, les élus, les collectivités, les partis politiques. Alors, parce que nous avons considéré avec la commission accessibilité, présidée par Fernando Pito da Silva, que la non-accessibilité de ces outils essentiels qui se développent rapidement pourrait justement créer un nouveau fossé entre les citoyens qui sont déjà écartés du débat public et le reste de la société. Alors qu'au contraire, leur accessibilité serait un facilitateur et même un accélérateur de leur participation aux consultations, aux échanges. Et donc nous sommes engagés dans un dialogue très constructif avec l'association Démocratie Ouverte et avec un des principaux acteurs du secteur, MEC.org. Ils étaient avec nous cet après-midi et nous allons les retrouver avant la fin de l'année pour signer une charte d'engagement sur l'accessibilité des civic tech, et nous pourrons ensuite, je l'espère, mobiliser l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental pour qu'ils amplifient eux aussi leurs efforts et rendent accessible totalement et systématiquement l'information des citoyens. Un autre sujet qui a été développé depuis lundi, c'est celui des prisons. Nous avions déjà adopté au CNTPH une motion sur l'accès aux soins des personnes handicapées incarcérées. Et l'échange que nous avons eu hier avec le contrôleur auprès de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et le ministère de la Justice nous encourage à bâtir une feuille de route commune et à en faire un de nos chantiers prioritaires pour la deuxième partie de notre mandature. La vie sexuelle, l'accès à une vie intime, sexuelles et amoureuses ont aussi été évoquées. Alors vous aviez, Madame la Ministre, saisi en février 2020 le Comité consultatif national d'éthique pour qu'il nous éclaire sur le sujet précis de l'accompagnement sexuel. Je me permets de vous confirmer que ces recommandations sont attendues. Nous avons évoqué également le chantier prioritaire sur les violences faites aux femmes. Il nous concerne tous et nous devons collectivement amplifier notre mobilisation pour combattre ce fléau que sont les violences qui sont faites aux femmes handicapées. Donc nous allons continuer à nous mobiliser dans les travaux interministériels pour aller encore plus loin et embarquer le plus de monde possible dans notre mobilisation. Évidemment, nous avons évoqué les recommandations de l'ONU.
qui ont été diffusées suite à la première audition de la France, les 18, 20 et 23 août dernier, par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Donc ces recommandations ont fait l'objet déjà de premiers débats ici pendant 3 jours. Nous avons eu hier un entretien avec le rapporteur pour la France, Jonas Rutschis. Alors, les recommandations sont nombreuses. Nous avons commencé à nous d'en emparer. Et vous nous avez, Madame la Ministre, d'ailleurs, dès la publication des recommandations, dès le premier jour, confié la mission de faire des propositions pour continuer à nous améliorer au TNTPH sur la participation des personnes, sur la représentation des personnes handicapées. Alors, nous allons nous y employer. Nous démarrons vendredi matin de notre prochaine plénière, mais déjà quelques pistes. La première, elle va consister à renforcer notre lien avec les CDCR, les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Nous considérons que le TNTPH doit être un peu la tête de réseau de ces CDCA et avoir un rôle important d'animation de ce réseau-là qui nous rapproche encore plus des citoyens partout sur le terrain, auprès de chez nous. Deuxième piste, essentielle, celle des jeunes, et plus particulièrement les jeunes de 16 à 25 ans. Nous devons absolument réunir toutes les conditions pour que les jeunes, quel que soit leur handicap, quelles que soient les organisations auxquelles ils appartiennent, aient les moyens de s'impliquer à nos côtés au TNTPH, et pas seulement pour traiter des questions qui concernent les jeunes, mais bien pour prendre toute leur place dans le débat. C'est une dynamique qui a été engagée par le CESE au moment de son renouvellement. Il est vraiment important qu'on puisse s'en tenir, nous également, au TNTPH. Alors, on le sait, la participation des personnes, elle suppose des moyens pour que les organisations puissent se consacrer pleinement à leur mission de représentation. Alors ces moyens, ils doivent permettre aussi la nécessaire accessibilité de leur environnement, des réunions, des supports de concertation, en prenant en compte toutes les formes d'accessibilité. Nous nous y employons au TNTPH. Nous avons adopté un nouveau règlement qui précise clairement les modalités d'accessibilité de nos travaux. Donc c'est la langue des signes, c'est la langue française parlée complétée, c'est la transcription simultanée, c'est l'accessibilité digitale des supports que nous diffusons, c'est la manière d'animer nos réunions, et c'est dans quelques semaines, l'obligation qui sera faite à l'ensemble des administrations de saisir le TNTPH avec des documents en PALC, en facile à lire et à comprendre, et donc il va inciter l'ensemble des acteurs à prendre en compte toutes les dimensions d'accessibilité pour que vraiment nous n'écartions personne de nos propres travaux. Alors, on doit aussi y veiller, donc c'est la réflexion qu'on va... Vous me laisserez un tout petit peu de temps pour vous répondre quand même, Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Nous devons faire en sorte, évidemment, de nos pauvres des personnes, de fédérer le plus grand nombre, mais aussi de faire en sorte que les personnes qui sont concernées par les sujets que nous traitons, c'est-à-dire nous-mêmes, les personnes handicapées, nous puissions nous reconnaître dans celles qui nous représentent. Donc ça, c'est vraiment un des sujets sur lesquels on doit travailler dans les prochaines semaines, tout en faisant attention, par ailleurs, c'est là que nous avons cette contradiction, à ne pas enfermer les personnes handicapées dans la seule représentation des personnes handicapées et sur les seuls sujets qui concernent les personnes handicapées. Les personnes, quel que soit leur handicap, ont aussi, évidemment, vocation et aspirent à participer à absolument toute la vie publique, à tout le débat public, à s'intéresser à absolument tous les sujets au-delà de leur seul handicap. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres sujets. Ces recommandations, elles vont nous amener à nous réinterroger sur la définition du handicap. Elle a été, en quelque sorte, un peu remise en cause par l'ONU, qui considère que la définition de la loi de 2005 n'est pas conforme à ce qu'il recommande et par qu'elle elle a une approche qui serait trop médicale. Nous devons en tenir compte, nous devons échanger dessus pour faire en sorte que la question de l'environnement et la question du fait que les personnes handicapées sont d'abord des sujets de droit, figurent au cœur d'une nouvelle définition qu'il faudra qu'on partage. C'est la question de l'autonomie, pour définir l'autonomie, nous mettre d'accord sur ce que recouvre cette notion
d'autonomie, et c'est ce que le Conseil pour les questions thématiques, tautologiques et éthiques, présidé par Philippe Aubert, va engager dans les prochains jours. Nous avons déjà la mission que nous en avons confiée ensemble sur la sémantique que nous utilisons lorsque nous parlons d'emploi, avec parfois des termes un peu bizarres qui nous amènent à parler de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Voilà, donc nous avons encore de longs débats devant nous. C'est évidemment le sujet de la coopération entre tous les acteurs. Donc on en a parlé, on y reviendra dans les prochains mois. Un mot pour évoquer la Convention citoyenne que nous avons lancée pour la première fois cette année, qui a porté sur la question de l'isolement avec la commission territoire et citoyenneté. Et nous allons maintenant pouvoir réfléchir au prochain thème de la Convention que nous allons engager au CNTPH. Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets, je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps de nous répondre. Et voilà, je vous remercie. Eh bien, Monsieur le Président, merci beaucoup. Cher Jérémy, je pense que ces universités, vous en avez fait la preuve qu'elles ont été extrêmement riches en échanges. Et d'abord, je voulais saluer vraiment cette capacité à avoir fédéré les différents intervenants de toute la société civile, si je puis dire, qui sont venus, qui ont participé à vos travaux. Donc, vraiment, félicitations pour cette richesse et surtout cette participation pleine entière qui est vraiment celle qui nous anime, hein, c'est construire ensemble. Construire ensemble. Peut-être 2-3 rebonds. D'abord sur ce qu'ont dit les intervenants, sur Anthony Aubé qui a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait partir des besoins des personnes. C'était ce qui était le plus important, ce qui reprend à travers votre chantier justement de représentation des personnes handicapées. Je suis aussi très intéressée par la vision de Vincent Assante sur l'impact de l'environnement sur la situation de handicap. C'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est complètement transverse sur l'école, sur l'université, sur les plans inclinés du savoir dont nous disent vraiment Charles Gardou régulièrement qu'il faut qu'on y aille, sur ces adaptations de l'environnement pour justement mettre la personne en pleine situation de performance, de réussite, d'autonomie, comme l'a dit Vincent Assante. Et c'est vraiment un fil conducteur qui doit traverser toute notre vision des politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment très, très important de le rappeler en permanence. Vous dire que le président de la République l'a signifié, il sera très intéressé et très attentif à vos conclusions. Donc nous en ferons état. Et je tiens à remercier le secrétariat général du comité interministériel du handicap, Céline Poulet et son équipe, qui va nous transcrire un peu tous vos travaux des universités d'été qui sont très riches. Remercier aussi la participation directe des personnes, parce que ça, je pense que c'est ce qui nous anime tout. Vous avez listé beaucoup de chantiers, beaucoup de chantiers. Il y en a qui sont lancés, qui sont inscrits, qui ont des comités de pilotage, qui ont une vie déjà, qui s'animent. Marie-Pierre Toubans m'a interpellée sur notre rendez-vous de l'automne, sur le comité de pilotage école inclusive, avec cet axe de coopération. Je pense que c'est un vrai levier, et le directeur de la DGESCO l'a dit, il nous faut améliorer ces allers-retours, le fait qu'on va vers les établissements médico-sociaux ou on va vers l'école, et comment on fait pour justement cette fluidité. C'était un point majeur des recommandations de l'ONU, cette école inclusive, elle doit l'être, pas ségréguer les apprentissages, comment on avance ensemble, et comment la mobilisation des associations gestionnaires de ces équipes médico-sociales va pouvoir se transformer. Je le vois tout le temps sur les territoires. J'étais dans Lyon, encore à Château à Vendre, parce que tous les enfants de l'IME sont à l'école. Très bien, on a mis 7 ans pour le faire. Comment, du coup, on participe, nous, l'État, de façon ingénieuse, avec les collectivités locales. C'est pour ça qu'aussi la représentation dans les CDCA locales va être très importante, parce qu'il faut qu'on fasse vraiment remonter ce qui existe sur les territoires. On n'a pas besoin de réinventer, il se passe plein de choses, mais il faut qu'on accélère ce faire savoir et qu'on accélère aussi cette capacité à rebondir et à essaimer. Parce que je pense que là, on a un devoir d'équité territoriale et on n'est pas au niveau en France sur justement cette égalité des chances partout, sur tous les territoires, que ce soit sur l'école, l'emploi, le logement. Donc il en va vraiment de l'accélération de notre politique publique. Moi, je suis très aussi intéressée, bien sûr, par votre observatoire de l'accessibilité. Le 29 septembre, avec Marlène Schiappa, nous lançons donc les travaux en présence de tous les partis politiques, accessibilité pour les élus, avec une réflexion sur les adaptations, l'accessibilité des campagnes. Première campagne avec les professions de foi en FALC et la sensibilisation des partis, accessibilité du vote.
On en peut se féliciter que le droit de vote des personnes majeures protégées sous tutelle est une vraie réalité maintenant, mais comment on exerce ce droit? C'est là maintenant, c'est l'exécution du droit sur lequel il nous faut travailler ensemble. Donc ça, nous serons à vos côtés. Sur les prisons, pareil, j'en ai parlé longuement avec Éric Dupond-Moretti, tout à fait partant. Il y a déjà une feuille de route croisée santé-prison, mais il faut qu'on la regarde sur le droit des personnes, sur le fait de pouvoir rentrer dans les prisons pour l'application de ce droit, pour les professionnels médico-sociaux. Il y a encore beaucoup de freins. Et puis aussi, on peut aussi parler d'insertion professionnelle, activité professionnelle des personnes handicapées dans les prisons. Il ne faut pas s'arrêter qu'à la santé. Je pense qu'il faut aller aussi sur ce droit à avoir une activité adaptée à sa situation de handicap. Sur les engagements des Civitex, ça, je pense que c'est très très important. Ça contribuera justement à cette accessibilité et cette conception universelle qui nous fait tant défaut encore. Combien d'applis qui ne sont pas pensées initialement? On a des problèmes majeurs de formation des webmasters, mais là, il faut être intraitable. Et cette feuille de route croisée avec Amélie de Montcholin, qui est vraiment extrêmement active sur cette mise en accessibilité des sites numériques, des applications, eh bien, il faut que le gouvernement s'en empare partout, dans tous les ministères. Et on a encore des trous dans la raquette qu'il nous faut absolument réparer parce qu'il en va de l'autonomie des personnes. Et c'est, je pense, un vrai levier pour la démocratie et la participation citoyenne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que vous avez tellement de chantiers que les violences faites aux femmes, bien sûr, rappeler la mobilisation, et elle est pleine et entière. Et il nous faut améliorer cela. Il faut travailler conjointement avec les associations de femmes et les associations du handicap, parce qu'il faut prendre en compte en même temps la situation de handicap et en même temps l'expertise de toutes les associations qui travaillent sur les violences faites aux femmes. Et c'est le cas des réunions de travail que nous avons en Gironde, en Loire-Atlantique. Il faut qu'on le développe. Il faut qu'on le développe vraiment. On aura aussi un rendez-vous sur la PCH parentalité. On n'en a pas parlé. On a ouvert beaucoup de droits sur la PCH. Je vais lancer l'étude d'action sur la PCH handicap psy. Voilà, on a encore beaucoup de cheminement et franchement, il nous faut les mettre en exergue parce que j'aurai besoin de vous, des travaux avec le CNCPH pour les personnes, les suppressions de barrières, les travaux sur la PCH sur dicécité que je souhaite confier au CNCPH. Là aussi, c'est un engagement qui avait été pris au comité interministériel, il nous faut les acter. Voilà, juste pour vous dire un petit peu les travaux en cours, la participation directe des personnes extrêmement importante. Donc, je vous redis que je confie vraiment au CNCPH d'améliorer la dynamique de représentation des personnes handicapées suite aux recommandations de l'ONU. Eh bien, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Se poser les questions, de savoir est-ce que les personnes sont bien représentées, revoir ensemble, de toute façon on travaillera ensemble sur vos propositions, sur la composition du CNCPH, les fameux collèges différents, les personnalités qualifiées. Est-ce qu'une personne handicapée, il ne faut pas l'enfermer dans sa propre représentation, qu'elle puisse parler en tant qu'expert sur des sujets très très importants. Et puis, dernier point sur lequel vous m'avez interpellé, sur la vie sexuelle. Alors oui, j'ai saisi le comité consultatif national d'éthique qui m'a rendu ses propositions, qui m'a rendu... Alors, ce n'est pas vraiment un avis, c'est-à-dire c'est une lecture qu'il a fait, très intéressante. Qu'est-ce que je peux vous dire? En 2 mots, depuis 2012, la société a évolué. Ils ont fait un travail remarquable et je tiens vraiment... Alors, on a été empêchés par la crise sanitaire, c'est pour ça que ça a pris autant de retard. Pour autant... Le constat est que la société évolue. Le constat est, ils ont fait un énorme benchmark des pays européens pour pouvoir justement se positionner sur qu'est-ce qui se passe en Europe. Énormément d'auditions, et je sais que beaucoup de personnes du CNCPH ont été auditionnées, mais pas que, des associations, des personnes, celles qui travaillent déjà, les instances directes administratives. Ce débat, il s'inscrit vraiment dans un projet de société. Peut-être 3 choses que les pistes que le comité m'a remis sur son avis. D'abord, l'ancrage, la généralisation et le développement sur tout le territoire régionaux, sur les centres ressources, sur la vie intime, affective et sexuelle et soutien à la parentalité pour toute personne en situation de handicap. Là, il s'inscrit vraiment dans une démarche déployons massivement ces centres. Il le répète, ça contribuera à la connaissance, à l'information. Deuxième lieu, le comité souhaite que puisse être inscrit dans le projet de tout établissement et service à domicile une politique qui favorise un droit d'accès à la vie relationnelle, affective et intime. Ça va nous faire des progrès sur la formation des professionnels, c'est indéniable. Et les instructions que nous avons diffusées au RS sur le respect de l'intimité des personnes y participent.
Je pense que c'est un mouvement global qu'il nous faut opérer. Troisièmement, s'agissant donc de l'opportunité de conduire une expérimentation visant à créer un service d'accompagnement à la vie intime pour les personnes, le CCNE, le comité, n'y voit pas d'opposition éthique, reconnaît ce droit d'accès à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap. C'est une reconnaissance importante pour un sujet sociétal qui est en train d'évoluer, je dirais, dans la perception que les personnes dites valides et les personnes en situation de handicap ont. Donc ce que je souhaite, c'est que le CNCPH, encore un chantier, cher Président, que le CNCPH puisse s'approprier la vie et organiser ce débat de société. Moi, j'ai toute confiance sur le fait que c'est le CNCPH qui doit porter ce débat. Bien sûr, nous serons à vos côtés, mais vraiment, donc, je mandate le CNCPH, je vais vous transmettre l'avis, et puis vous pourrez le porter, justement, je crois que vous avez une plénière vendredi. Donc, dès ce soir, je vous mandaterai officiellement par lettre, en vous donnant l'avis, et je souhaite que le CNCPH puisse me faire des propositions d'organisation de débat et de pouvoir avancer sur ce sujet majeur pour moi, dans le cadre vraiment des recommandations de l'OMS, qui est que toute personne a droit à une santé sexuelle, et comment on se met en ordre de marche dans notre pays pour travailler sur ce sujet, dans le cadre d'une feuille de route très très importante, qui est déjà travaillée sur plusieurs aspects, les centres de ressources, les centres sur la parentalité, etc. Voilà un petit peu ma proposition. Je sais pouvoir compter sur le CNCPH, donc j'ai déjà missionné sur la représentation des personnes handicapées. Vous êtes en train de travailler sur l'Observatoire d'accessibilité des élections. Nous avons nos comités de pilotage sur les grands sujets. Et donc, dernière saisine que je vous fais, c'est de travailler sur ce beau sujet qui, j'espère, sera vraiment porté de façon sereine, apaisée, mais nous le devons aux personnes en situation de handicap. Il est vraiment temps de pouvoir en débattre sereinement. Vous aurez donc l'avis et mon mandat officiel par lettre dès ce soir. Voilà. Vous dire que vous avez un programme extrêmement riche. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour co-construire notre politique publique. On a des petits rendez-vous là sur l'automne, un peu rapides. Donc le comité de pilotage École inclusive coopération. Nous avons aussi cette belle semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées et ce duo-D si important. Pourquoi si important ? Parce que ça sera le tremplin pour la présidence française de l'Union européenne. Et là aussi, nous allons co-construire. J'aurai une grosse réunion interne avec les ministres du handicap le 9 mars. C'est juste après le dernier, après ces devoirs de réserve. Ça va être contraint, mais on va y arriver. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des équipes du CNCPH pour travailler de façon active, proactive, même avec justement des délais un peu courts impartis. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, bien sûr, les assises de ressources auxquelles je serai extrêmement sensible. Et je remercie, bien sûr, Fabrice Langlard de pouvoir être à vos côtés. C'est très important. Il faut qu'on puisse engager ça. C'est un chantier un peu long cours. Il ne faut rien qu'on oublie. Je pense que c'est très important. Voilà, j'ai certainement oublié des choses, mais en tout cas, bravo, merci. Et puis, ces universités d'été, qui ne sont pas encore en automne, chère Marie-Pierre, presque, sont extrêmement riches. Et je compte sur le secrétariat général du CIH pour nous faire une belle restitution et que je ferai moi-même au président de la République, extrêmement sensible à vos travaux. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces perspectives donc, qui font que le TTPH va rester mobilisé encore longtemps dans les prochaines semaines. Nous allons donc une nouvelle saisine, peut-être de l'organisation d'un débat de société, donc dans le prolongement des travaux du comité d'éthique pour nous emparer du sujet de l'accompagnement sexuel. Donc nous prenons cette responsabilité. Vous évoquez la présidence française de l'Union européenne qui va également nous amener à partager avec vous des propositions pour que nous puissions également prendre toute notre place dans ce moment important. Je vous remercie d'avoir rappelé le tweet du président de la République qui fait référence à notre rencontre et qui nous invite à lui transmettre les conclusions de nos universités d'été. Donc merci pour ces perspectives. On ne partira pas sans remercier Plani
presse qui a aussi, par ta contribution technique, permis la réalisation de cet événement. Donc sans eux, sans les autres partenaires, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pour terminer, donc dans les meilleures conditions possibles, cette université d'été, je voudrais remercier Christophe Prudler qui nous a fait hurler de rire et lundi soir et mardi soir. Et j'espère qu'il est partant pour remettre ça ce soir. Donc merci à vous tous et je pense à l'année prochaine pour le 3e de l'université d'été du TNTPR et j'espère cette fois-ci en présentiel avec vous tous autour de nous. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bravo. Bravo.